Allez, ferme ta gueule. Salut à tous les petits trolls et bienvenue dans ce nouvel opus concernant les SCP où l'on va cette fois-ci s'intéresser, vu que vous avez été un petit peu nombreux à me le demander, au numéro 2317 dit... Le dévoreur de monde. Oui, vu le nom, tu te doutes qu'aujourd'hui on va pas se marrer. Et on va aussi commencer par mettre une musique qui colle un petit peu plus avec le thème. C'est mieux. SCP-2317 est une vieille porte en bois servant originellement d'accès à la cave d'un bâtiment du 19e siècle confiné à l'heure actuelle dans une chambre renforcée de 3 mètres sur 3 et devant constamment être surveillée par des gardes armés afin d'en éviter tout accès. Bon, et là effectivement, peut-être te demandes-tu, mais attends, mais c'est qu'elle est vénère la porte ou ça se passe comment? Bah, pas vraiment. Mais disons que par contre, si tu la traverses, tu te retrouveras directement transporté dans une dimension alternative. Ah oui, donc c'est pour ça, c'est pour éviter que quelqu'un puisse y entrer. Ouais. Ou en sortir. Quoi? Non, t'inquiète, on va y revenir. En fait, il faut savoir que ce que je viens de vous dire n'est autre que ce que l'on peut lire à la première itération concernant le dit SCP. Itérations qui ne sont rien d'autre que des rapports au nombre de 6, nous dévoilant petit à petit la véritable nature de l'entité. Ouais, 2317, tu vois, c'est un peu comme un oignon. Disons qu'il y a plusieurs couches. Et je vous propose qu'on épluche celles-ci les unes après les autres jusqu'à atteindre la dernière qui là nous dévoilera la vérité sur la mystérieuse entité. Et en passant, je crois que je suis le seul mec sur YouTube que tu verras faire une analogie entre 2317 et un oignon. Et bref, c'est parti. En s'intéressant à la deuxième itération, cette fois-ci, on apprend que tout personnel assigné à l'objet doit au préalable passer nombreux tests psychologiques et bénéficier d'un soutien, après au moins 2 mois sur le site. Et là quand même, tu peux commencer à te dire que merde quoi, enfin ça fait beaucoup pour une simple porte. Non? Oui, simple porte faisant le lien entre deux réalités, certes, mais bon, ça reste un peu chelou quand même. Enfin, surtout que c'est pas tout. Oh no! En effet, ces derniers doivent également obtenir un score de 72 à un test d'obéissance, ne pas être mariés, ne pas avoir de descendance et exprimer une loyauté totale envers la fondation. Waouh, mais c'est pas encore fini! Les individus assignés ont obligation de porter un casque afin de protéger leur identité et même utiliser un modificateur de voix pour être sûr de ne pas être reconnus. Les heures de permission, quant à elles, doivent être passées seules dans des quartiers privés. De plus, chaque mois, un classe D condamné pour meurtre doit réaliser une procédure auprès de l'entité, intitulée Procédure 220 Calabasas, et ce, sous contrôle d'un agent de sécurité accrédité. Mais qu'est-ce que la procédure 220 Calabasas? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec la troisième itération. Et ouais, transition, mon gars. D'après celle-ci, la procédure consisterait en un rituel devant être mené chaque jour lorsque le soleil atteint son zénith au-dessus de l'entité, ce qui permettrait dès lors de la stabiliser. À savoir qu'il est quand même précisé que tout échec dans l'exécution de la procédure pourrait résulter d'un petit scénario fin du monde. On y apprend également que la zone accessible à travers l'objet serait un désert de plusieurs kilomètres de rayon intitulé SCP-2317-Prime, contenant 7 piliers SCP-2317-A à SCP-2317-G et positionné en cercle d'environ 10 mètres de diamètre. Chaque pilier mesurerait 7 mètres de hauteur et comporterait une série de gravures dont le style artistique ne correspondrait à aucune civilisation connue. L'itération numéro 4, quant à elle, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, nous révèle que le classe D censé réaliser le rituel fait en réalité partie du personnel accrédité de la Fondation. En effet, chaque mois, un membre de la Fondation assigné à la sécurité sera désigné comme membre de personnel de classe D afin de donner le change. Et toute personne directement impliquée dans la procédure en devra être informée. Et en aucun cas ne sera autorisé à éliminer ce dernier dans l'éventualité où il désobéirait aux ordres directs des gardes présents. Concernant le rituel en lui-même, et je ne rentrerai pas dans les détails, mais en gros sachez que la procédure requiert, selon l'itération numéro 5, 2 agents de sécurité armés avec accréditation de niveau 3 ou supérieur, au moins un membre avec accréditation de niveau 4, un faux classe D comme nous l'avons vu, mais aussi un Gallus domesticus mâle vivant, soit si on veut arrêter de se la péter 2 minutes, tout simplement un poulet, un couteau tranchant, un ensemble de goupillons et aspersoirs en argent contenant au moins 500 cm3 d'eau bénite par un prêtre abrahamique, et enfin un dispositif nucléaire d'une kilotonne à faire détonner en cas d'échec de confinement. Tu le sens que ça pue là? Quant au déroulement de ce dernier, eh bien elle comprendra psaume, sacrifice de poulet, dispersion d'eau bénite, enfin bref, un rituel quoi. Et je vous mettrai le lien vers la page officielle si vous voulez plus ample renseignements. De rien. À noter que l'itération numéro 5 indique également que les 7 piliers s'étendent à 200 mètres sous la surface du sable jusqu'à atteindre un espace sphérique d'environ 100 km intitulé SCP-2317-H. Et c'est là qu'on en arrive au cœur du problème. En effet, SCP-2317-H héberge en son sein une créature humanoïde, obèse, intitulée SCP-2317-K et ne mesurant pas moins de 200 km, du moins si celle-ci se tenait debout. Cette dernière est munie de cornes semblables à des branches d'arbres émergeant de son crâne et ne semble pas posséder de mâchoire inférieure.
Quant à son corps, lui est recouvert de millions d'écailles, se chevauchant les unes les autres, et l'on a remarqué que dans son dos étaient incrustés 7 lourds crochets, chacun relié à l'un des 7 piliers, à l'aide d'une lourde chaîne. Toutefois, il est important de savoir qu'à ce jour, 6 chaînes sur 7 ont été rompues. Et 7 moins 6 faisant 1, et bien là tu comprends donc qu'il ne reste donc plus qu'une chaîne à l'heure actuelle pour retenir la dite créature. A noter que lors de sa découverte en 1922, seules 4 chaînes étaient alors cassées. Et de plus, l'on a remarqué qu'à chaque fois que l'une d'elles cédait, un cataclysme violent se produisait sur Terre responsable de nombreux morts. Et l'analyse des textes retrouvés au moment de la mise à jour de l'entité a permis de définir la procédure 220 Calabasas, en attendant du moins qu'une méthode de réparation des dites chaînes soit découverte. Ouais, ok, bon jusque là c'est un peu chaud. Mais bon après, tant qu'il nous reste le rituel, ça devrait bien se passer, non? Et bah justement non, parce que le rituel en question en fait, c'est de la merde, et tu peux directement oublier tout ce que je viens de dire à son sujet. Et ouais. En effet, l'itération numéro 6 nous apprend que la fameuse procédure n'est rien d'autre en réalité qu'une fausse procédure dans le but de donner l'illusion d'un confinement actif afin d'éviter la panique, en attendant tout simplement qu'une vraie solution soit trouvée. Ce qui n'est clairement pas près d'être le cas. Effectivement, toute tentative à ce jour pour réparer ou bien remplacer les chaînes furent un échec, et à plus forte raison car celles-ci furent créées à l'origine à l'aide des os et tendons d'une autre créature. En conséquence, le dévoreur de mondes donna naissance à une nouvelle classe, la classe Apollyon. La classe s'appliquant donc pour les entités contre lesquelles on ne peut absolument rien faire. Ce qui est bien le cas concernant 2317. Car même si effectivement on put apprendre grâce à un codex qu'il fut emprisonné par une civilisation mystique appelée les Érikeshiens, nous n'avons à l'heure actuelle aucun moyen de réitérer leur prouesse. Et puis Kespet mena son armée des 10 000 vers le royaume au-delà des nuages, et là eurent-ils fait une bataille avec le dévoreur. Puisse son nom rester à jamais oublié. Et puis Kespet et ses 10 000 fabriquèrent 7 sournoises chaînes des os de Jaspetar, 7e jeune mariée du redoutable dévoreur, puisse son nom rester à jamais oublié, et l'attachèrent à l'intérieur de la perle du père des huîtres, lui qui habite sous le miroir de sel, dans le royaume sous la mer. Et Kespet ordonna que les portes vers le pays lointain soient scellées à jamais, pour que le redoutable dévoreur, puisse son nom rester à jamais oublié, ne puisse retrouver son chemin vers notre monde. Dès lors, il ne nous reste plus qu'à espérer que la Fondation finisse par trouver le moyen de confiner le dévoreur de monde, puisqu'il ne fait aucun doute que ce dernier finira un jour par briser le dernier lien qui le retient, et sera alors dans la capacité de détruire purement et simplement notre monde. Et concernant la classe Apollyon, sachez qu'il y a à l'heure actuelle beaucoup de discussions autour d'elle, à savoir si justement d'autres SCP devraient l'intégrer. Ceci dit, quand on s'y intéresse, on se rend vite compte que sa définition reste assez ambiguë. Mais toutefois, il est quand même possible, et cela n'engage que moi, d'isoler certaines caractéristiques. Premièrement, pour qu'un SCP soit de type Apollyon, il ne devra pas pouvoir être confiné, ni détruit, et ce par quelque moyen que ce soit, en tout cas dans la mesure actuelle des connaissances concernant le dit SCP. Et effectivement, c'est bien le cas de 2317, puisque la Fondation a été jusqu'à créer pour lui une fausse procédure. En deuxième point, je rajouterai la capacité pour l'entité de détruire l'humanité, la planète, voire l'existence elle-même, et ce, sans aucune possibilité de l'arrêter. Dans ce cas, par exemple, un SCP tel que MOT, dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur les SCP russes, ne pourrait être classé Apollyon puisque si effectivement il reste impossible à confiner, il n'est pas non plus une menace capable d'exterminer notre espèce au complet. Dans le sens inverse, un SCP capable d'une telle prouesse mais qui cependant pourrait être confiné et arrêté avant d'y parvenir ne devrait pas non plus être classé Apollyon. Enfin, toujours selon moi, bien sûr, et ce que j'ai pu lire sur le sujet. Et d'ailleurs à savoir que l'interrogation concernant cette classe s'applique surtout pour le moment à SCP-001, dit le gardien de la porte. Enfin du moins, d'après la proposition d'un certain Dr Clef. Parce que des SCP-001, en fait, il y en a pas mal. Mais bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo, parce que là sinon ça risque vite de devenir un joyeux bordel. Ceci dit, si l'entité ne semble pas pouvoir être confinée, la Fondation a toutefois eu recours, comme dit dans une précédente vidéo, à SCP-2798 pour atténuer ses effets. Et de plus, il semble pour le moment surtout une menace lorsque l'on s'en approche, même si d'après la page officielle, qui est quand même la référence, rappelons-le, il existe une procédure de fin du monde intitulée Patmos, envisagée au cas où. Bon après clairement, le gardien de la porte, ça reste quand même un des SCP les plus énigmatiques connus à ce jour. Cependant, un bon candidat pour intégrer la classe, d'après moi, serait le numéro 2700. Et d'ailleurs, juste un petit point quand je parle de confiner l'entité, ça veut dire pouvoir arrêter ou du moins atténuer ses effets. Là, 2700, par exemple, il a beau se retrouver au fond d'un bunker surblindé, si le machin y pète, il rase l'univers. Façon Big Bang inversé. Et il n'y a absolument rien pour le moment qui puisse l'en empêcher.
Enfin, je vous laisse y jeter un œil par vous-même si vous êtes curieux. Bref, pour finir, ceci ne sont que des pistes de réflexion d'après les recherches que j'ai pu faire. Donc oui, le débat reste entièrement ouvert, et ce, même au sein de la fondation elle-même. Ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait donner votre avis sur le sujet. Mais toutefois, s'il vous plaît, sans jamais le porter comme une évidence. Comme j'ai pu voir certains crier haut et fort que oui, SCP-001 était de classe Apollyon. Parce que, bah non, tant que sur la page officielle il est écrit Euclid/Keter, eh bien, il reste officiellement Euclid/Keter. Logique. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, ça mange pas de pain, et pour ceux qui le veulent, il y a mon Twitter en description. Et quant à moi, eh bien je vous dis tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.